Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de droit et d'intelligence artificielle essentiellement générative. On va donc aborder plusieurs axes. Le premier c'est sur l'utilisation de l'IA générative pour nous, pour le tout à chacun, c'est une première chose. L'impact sur la propriété intellectuelle que cela peut avoir, d'autres risques connexes. Puis après, on va parler de l'intelligence artificielle générative utilisée par des juristes ou des avocats. Et enfin, on finira par un monde dystopique où on serait jugé, aussi bien pour des petits délits que pour des histoires de justice familiale ou autre, par de l'intelligence artificielle. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner quand il s'agit d'utiliser des outils d'intelligence artificielle comme Midjourney, Microsoft ou encore OpenAI, c'est de lire les conditions d'utilisation, ce qu'on appelle le End User License Agreement. C'est très intéressant à lire et c'est souvent troublant, surtout si vous avez une activité professionnelle. Il y a des aspects qui sont parfois un petit peu confus et qui posent pas mal de questions, essentiellement par rapport à la confidentialité des données que vous exposez à l'intelligence artificielle, mais il y a aussi d'autres aspects comme tout simplement tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est cette valeur, ce principe qui fait que parce que je crée quelque chose moi-même, j'ai une propriété intellectuelle dessus qui est inaliénable. Ça veut dire qu'elle restera permanente. Je peux vendre des droits liés à cette propriété intellectuelle, mais en tant qu'auteur, par exemple, je reste auteur de mon œuvre, même si je vends les droits d'édition, les droits pour faire des films ou des choses comme ça, je garde le nom d'auteur associé à l'œuvre. Sauf si on regarde ce qui se passe d'un point de vue international, revendiquer ce droit d'auteur après avoir créé quelque chose en utilisant 100% d'intelligence artificielle générative, eh ben c'est pas possible. Ça veut dire tout simplement que vous ne pouvez pas revendiquer ce droit-là. C'est peut-être aussi pour ça que certains outils comme Midjourney conservent toutes les créations graphiques. Il faut comprendre que selon le droit tel qu'il s'établit actuellement, en fait, l'IA générative, si elle est utilisée seule, vous avez zéro droit. Tant que vous n'avez pas un impact, on va dire, une création qui vient de votre part suffisamment significatif, et c'est là où ça crée un flou, vous ne pouvez pas revendiquer une propriété intellectuelle sur ce qui est produit. C'est valable pour les textes, c'est valable pour les images, et petite chose, c'est valable aussi pour les vibe coders, ceux qui font de la création de software et qui codent sans jamais coder en utilisant que de l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que factuellement, les gens qui font des produits comme ça devraient toujours les mettre en open source en indiquant quel est l'outil de génération, puisqu'ils ne pourront pas revendiquer, sauf à modifier fortement, enfin de manière significative leur code, ils ne pourront pas revendiquer une propriété intellectuelle. Donc ils ne pourront pas non plus la négocier et la revendre. Factuellement, ça veut dire que si moi je prends un programme qui a été fait en vibe coding et que je peux prouver qu'il a été fait en utilisant des techniques de vibe coding, la propriété intellectuelle, elle est à personne. L'exemple du vibe coding, c'est celui que je maîtrise le plus parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de mon métier. Mais vous allez retrouver la même chose en musique ou encore en création graphique, etc., etc., etc. C'est vraiment dans l'usage de l'intelligence artificielle, dans cette manière de l'utiliser comme outil de complément et pas comme un outil principal qui fait la différence. Alors, il faut être quand même très prudent. La jurisprudence, ça veut dire les jugements actuels sont en train de s'établir. On est au tout début de ce type de contentieux et donc on pourrait supposer qu'aujourd'hui la jurisprudence n'est pas encore constante, elle n'est pas encore stabilisée et qu'il y a encore un consensus juridique à établir. Mais voilà le premier point que je trouve intéressant, celui donc de la propriété intellectuelle. Maintenant, on va s'intéresser à l'usage par des juristes de l'intelligence artificielle. Alors déjà, il y a la question de savoir est-ce qu'ils utilisent des outils comme OpenAI, ChatGPT et autres. Personnellement, si j'ai un dossier à défendre et que j'ai un avocat, si j'apprends qu'il utilise OpenAI ou des outils Microsoft ou des outils qui ne sont pas on-premise, ça va coincer. Franchement, ça va coincer. D'ailleurs, c'est assez curieux puisqu'il y a des débats actuellement dans le monde du droit des avocats justement sur les outils à créer. Alors, peut-être que vous en rappelez, mais il y a quelques années, je crois il y a 2 ans, il y avait plusieurs avocats qui avaient soumis à la justice américaine des conclusions où ils citaient des jurisprudences, des jugements, qui en fait avaient été totalement inventés par l'intelligence artificielle. Encore une fois,
les modèles, les larges language models, les gros modèles qu'on utilise en LLM, ne sont pas des bases de connaissances. Elles reconstruisent une connaissance probable, mais ce ne sont pas des bases de connaissances. C'est pour ça aussi qu'il y a des projets dans des sociétés d'édition de droit. Pour un avocat, il y a plein d'usages de l'intelligence artificielle générative. Il y a bien sûr le rewriting. Il y a aussi, si on lui donne des bons éléments, par exemple avec des outils comme des RAG et autres, la possibilité de construire plus facilement ses conclusions en partant de toutes les pièces qu'il a déjà collectées dans sa grosse. Donc c'est le tas de documents qu'on remet pour ses conclusions, si je me souviens bien. C'est vraiment un vrai outil qui peut être très intéressant. Après, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé il y a 2 ans ou 3 ans, quand des avocats ont présenté des conclusions aux États-Unis avec des exemples de jugements, des jurisprudences qui étaient complètement fausses parce qu'elles avaient été inventées par l'IA. C'est tout le problème. L'IA générative n'est pas une base de connaissances, c'est un système qui recrée la connaissance la plus probable. Alors aujourd'hui, il y a des sociétés spécialisées dans la publication légale qui travaillent sur des modèles LLM qui combinent base de connaissances et le modèle LLM pour éviter ce type d'erreur. Mais il faut bien comprendre que c'est encore un terrain neuf. Personnellement, si j'ai un avocat qui utilise par exemple ChatGPT ou Microsoft, c'est une solution qui ne soit pas spécifique, hyper sécurisée, à cause des éléments que je vous ai indiqués au début de la vidéo, je préférais changer d'avocat. Ça me pose une vraie question. Et il y a des interrogations dans le monde de la justice. J'ai échangé avec une avocate youtubeuse il y a quelques temps sur ce sujet-là et franchement, c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, comme les utilisateurs, les avocats devraient lire réellement le End-User License Agreement des outils qu'ils utilisent. Petite particularité, c'est pour les chercheurs en théorie du droit, c'est-à-dire la science qui explique comment le droit se construit. Alors, il y a tout un domaine et on peut faire plein de choses. J'ai eu la chance d'échanger il y a 2 ans avec une chercheuse dans ce domaine. On a eu plein d'échanges très 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 intéressants sur ce sujet. Et par exemple, l'une des choses qu'on pourrait faire, c'est prendre toutes les jurisprudences et à partir de ça, reconstruire le droit tel qu'il est appliqué, pas tel qu'il a été pensé par le législateur. Après, on pourrait s'amuser à comparer l'intention législative, c'est-à-dire le droit tel qu'il est écrit réellement, et le droit qu'on a régénéré à partir de LLM. C'est une des idées qu'on a eues en explorant un peu ces possibilités. Accessoirement, je reviens un peu aux besoins des avocats. Quand on a par exemple du droit européen avec des transpositions nationales, ça peut être très intéressant d'utiliser de l'IA, alors aussi de l'IA générative, mais pas que, pour pouvoir comparer comment le droit est transposé et comment il est jugé, c'est-à-dire les jurisprudences par pays, pour savoir, par exemple dans le secteur financier ou dans d'autres domaines, quel est le pays qui est le plus favorable par rapport à ses objectifs et par rapport à l'immunité qu'on souhaite avoir par rapport au droit. C'est une des pistes aussi intéressantes de l'utilisation de l'IA dans le domaine du droit. Maintenant, imaginons un monde dystopique dans 10 ou 20 ans où on ne serait plus jugé par des humains, mais par de l'intelligence artificielle. Quel que soit le domaine en matière des affaires familiales ou dans le domaine de la justice de proximité, etc., les petits contentieux, les gros contentieux, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Supposons qu'on part de l'Europe. On pourrait déjà imaginer un peu quelle est l'efficacité, évaluer l'efficacité du droit dans chaque pays et par exemple des corpus de peine, quel est l'impact en termes de réinsertion, de réduction de la criminalité ou des problèmes, enfin de tout ce qui va avec. Ce serait déjà une première utilisation du droit. Ça a été appliqué d'ailleurs il y a quelques années aux Pays-Bas dans le domaine du droit des familles, où on a utilisé non pas de l'IA, mais juste du big data pour commencer à aller sur ce terrain. Factuellement, ça consisterait donc déjà à voir quel est le droit le plus efficace en essayant d'avoir deux objectifs, deux curseurs. Un curseur qui soit plus politique, qui se déplace entre l'efficacité en termes de paix sociale et la symbolique en termes de, j'allais dire virilité, mais non, d'agressivité des peines. Donc ce serait déjà une première chose. Puis après, on pourrait aussi travailler sur les aspects de réparation ou autres. Enfin, en gros, des choses complexes, trop complexes pour le cerveau humain. Concrètement, en partant de consignes dictées par la politique, la politique, donc par ce qui a été voté par exemple par les citoyens, on pourrait avoir une IA qui prend un peu tous les cas similaires, qui voit toutes les différences par rapport à la personne, à la victime, au contexte, en gros qui individualise la peine et qui propose
une solution, un premier jugement. On pourrait aussi le faire dans le domaine de la justice familiale. Par exemple, comparer les avocats, est-ce qu'on peut détecter des avocats qui sont plus agressifs, plus a tendance à aller au contentieux? Est-ce qu'on peut avoir des associations d'avocats qui, quand ils s'opposent, ça augmente le risque de voir les clients, enfin les clients, pardon, oui les clients, les utilisateurs du droit français se retrouver à nouveau devant le juge? On pourrait aussi voir, par exemple, avec de l'IA, quel est l'impact sur les enfants à moyen et long terme, puisqu'on a des dizaines d'années de jugement en matière familiale. Donc on pourrait créer un modèle qui permet de réduire fortement le risque, en pensant peut-être aux enfants d'abord, et peut-être aussi casser certains préjugés qui peuvent être sexistes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais il s'agit, en résumé, dès qu'on a une quantité significative de jurisprudence et des éléments qui permettent d'objectiver sur le moyen et le long terme les impacts des jugements, on pourrait donc avoir une transformation totale du droit, y compris avec une boucle, entre guillemets, de feedback pour le législateur. Alors ce serait étonnant parce qu'au lieu d'avoir des hommes politiques qui s'engueulent à coups de symboles et de grands principes, là on serait obligé de discuter des choix sur des aspects objectifs. Autant dire que je vous parle bien d'une idée totalement théorique. Voilà pour cette vidéo qui est plutôt un petit, un petit titillage de neurones sur les aspects de droit appliqués à l'IA. C'est un vrai sujet. Si le sujet vous intéresse, j'essaierai de faire une vidéo avec la dite avocate si elle est d'accord, mais je vais déjà lui poser la question. C'est un sujet qu'il faut jamais négliger. L'IA est un domaine qui peut avoir un impact transformationnel de nos sociétés extrêmement important. Mais sa plus grande vertu ou son plus grand danger, c'est que l'IA est surtout capable de nous dire ce que nous sommes réellement. Je vous remercie. Aujourd'hui, je ne fais pas parler le robot parce que je ne vais quand même pas utiliser cette corde à chaque coup. Comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à me soumettre d'ailleurs vos remarques, vos idées ou vos craintes. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, je vous invite à écrire en commentaire le mot avocat. Et puis voilà, et puis ciao à tous. Allez, salut.